Bonjour et bienvenue dans le podcast Au cœur du sens. Cet été, je te propose une mini-série spéciale Burnout. Dans chaque épisode, je donne la parole à une personne qui l'a vécu pour comprendre, se sentir moins seule et avancer. Et cette semaine, je te propose le témoignage de Laurence. Artiste, musicienne et metteuse en scène, elle raconte un burn-out vécu pendant le confinement, dans un contexte déjà très éprouvant. Et surtout ce qui l'a le plus marqué, le silence des collègues étourdissant et dévastateur. On parle du moment de rupture, des signes qui apparaissent une fois l'arrêt posé et de son chemin pour se reconstruire et se réaligner. Bonne écoute. Donc bonjour Laurence. Bonjour Audrey. Bienvenue et merci beaucoup d'avoir accepté cette interview. Je vais te demander de te présenter en quelques mots déjà pour commencer. Alors, en quelques mots, ça va être un peu compliqué parce que je fais beaucoup de choses. Mais si je ne mets que quelques mots dans mon histoire, alors je suis musicienne professionnelle, je suis metteur en scène, auteur de théâtre et comédienne, et maintenant podcasteuse comme toi. Alors, on va parler du coup du sujet du burn-out et dans quel contexte en fait as-tu fait ton burn-out? Alors, c'est un contexte qui arrive à un moment où tout le monde va s'en souvenir. C'est le moment du confinement. Donc, en vrai, ça commence un petit peu avant le contexte. Donc en 2018, mon mari décède, ma fille a 12 ans, elle fait une grosse et je pourrais me rajouter quelques grosses dépressions, hein, gravement. Voilà, enfin au début, c'est juste un chagrin normal, puis après c'est une très grosse dépression, puis on arrive au moment du confinement. Donc on est là, on est, enfermés dans la maison. Alors, c'est pas ça la cause du burn-out, hein, mais c'est le contexte. Et moi, à cette époque-là, j'étais consultante en informatique, donc un métier qui se fait hyper bien en télétravail, vraiment très bien. Et donc on est là, voilà, on travaille. Et c'est dans ce contexte-là de ce confinement et de ce télétravail que, dans mon travail de consultante excessivement prenant, j'ai un manager qui, lui, ne gère pas du tout le management à distance et qui commence à, là je le dis, c'est facile parce que c'est après coup, mais pendant je m'en rends pas compte, à être, trop pressant, trop oppressant, trop invasif, trop tout ça. D'accord. Et tu as vu justement des signes de ton burn-out? C'était un peu compliqué parce que à cette époque-là, avec une fille en dépression, j'avais un peu la tête dans le guidon. Comme elle ne pouvait pas être scolarisée, alors pas seulement à cause du confinement, mais il fallait que je sois, prof, toute matière en même temps que travailler. Donc, je faisais tout en même temps, voilà. Donc non, j'ai pas vu de signes sur moi, en tout cas. J'ai bien vu que mon manager en demandait de plus en plus, de moins en moins bien, enfin, voilà. Mais est-ce que j'ai perçu des signes? Alors franchement, pas du tout. Ok. Et quel a été le point de rupture ou en fait le déclencheur de ton burn-out? Alors après le confinement, on a continué à travailler en télétravail pour tous ceux qui le voulaient. Voilà, en vrai, c'est une organisation qui, dans l'entreprise, nous allait franchement très bien. Parce que moi, mon seul collègue, il était à Bordeaux, moi j'étais à Poitiers. Et puis, ben, mes clients, ils pouvaient être à peu près n'importe où dans la France. Mes autres collègues ne travaillaient pas sur les mêmes logiciels que moi. Donc, de toute façon, en allant au bureau, j'avais pas de collègues avec qui travailler de façon directe. Donc voilà, moi je suis restée en télétravail, mais régulièrement, notre, manager, nous disait: «Bah, tiens, ce serait bien que tu passes pour qu'on fasse un point, voilà, en face à face». Donc voilà, un jour, il me demande de passer un lundi après-midi, voilà, moi j'y vais très tranquillement, hein, pour faire le point sur les dossiers. Et là, pendant 4 heures et quart, il me fait une litanie de reproches, tous plus infondés les uns que les autres, mais vraiment, que du grand n'importe quoi, hein. D'ailleurs, je les ai notés tellement c'était ridicule. Et le dernier, au bout de 4 heures et quart, alors déjà, je trouve que quand on a quelque chose à dire à un collaborateur, enfin, là, pour le coup, je vais enlever le terme parce que je trouve qu'on ne collaborait pas, hein, j'étais plutôt, subalterne. On lui fait pas des reproches pendant 4 heures et quart. On lui dit quelque chose pendant 30 minutes, 45 minutes déjà, c'est déjà beaucoup, mais 4 heures et quart, c'est épouvantable. Et donc à la fin de ces 4 heures, donc le dernier quart d'heure, la dernière chose qu'il me dit, c'est: «Et puis tes problèmes, personnels,
influe beaucoup sur ta vie professionnelle. Donc là, franchement, moi, ça m'arrête. Je lui dis: «Mais de quoi tu parles?» Il me dit: «Ben, c'est normal, quand on a une fille, suicidaire, on ne peut pas être à ce qu'on fait». Et en fait, lui ne me parlait pas de moi, mais me parlait de lui qui, avant le confinement, son fils, il devait à l'époque avoir 25 ans, avait déjà fait plusieurs tentatives de suicide et c'est, des tentatives, réelles. Moi, ma fille, c'était juste des idées suicidaires, mais jamais des vraies tentatives, tout au moins que je sache. Et qui lui, pendant 15 jours, était, complètement, inatteignable. Enfin, on lui parlait, il nous écoutait pas, des fois il venait pas travailler. Enfin, lui, il a été complètement pas du tout là. Mais moi, j'ai continué à travailler. Je travaillais tellement que quand je me suis arrêtée, j'avais encore 36 journées de récup en plus de tous mes congés, tellement je faisais d'heures supplémentaires. Je travaillais énormément. Donc voilà. Quand je suis rentrée chez moi, j'ai trouvé que ce reproche-là était si intolérable. C'était vraiment de tout le reste, bon, c'était n'importe quoi, mais c'était pas difficile pour moi de m'en défendre, de justifier que ce qu'il disait était faux. Mais là, je me suis dit: «Non, non, non, mais non, c'est pas possible». En plus, j'étais la seule à avoir mon activité, j'avais beaucoup de clients, j'amenais beaucoup de chiffre d'affaires. Je me suis dit: «Bah, s'il pense vraiment que je ne travaille pas, eh ben, c'est exactement ce que je vais faire». Et donc en sortant de là, je suis, directement allée chez mon médecin pour qu'elle, m'arrête. À cette époque-là, je n'avais pas de signe avant-coureur. Je lui ai simplement dit que j'avais besoin d'une semaine, d'arrêt et je lui ai expliqué pourquoi. Et comme elle me connaissait bien et qu'elle m'a dit: «Non, mais n'expliquez pas davantage parce que je vous connais et vous vous plaignez jamais de quoi que ce soit. Et donc si vous m'exprimez que vous avez besoin de vous arrêter parce que c'est trop pour vous, j'entends». Elle m'a arrêtée 1 mois et c'est là que j'ai senti les signes avant-coureurs. Alors ils Ah, étaient après-coureurs là, pour le coup. Mais le fait de ne plus avancer comme un bon petit soldat, qui fonce, qui fonce, qui travaille, qui fait, double journée, triple journée, enfin, quand même, mon chef à l'époque, moi de temps en temps, j'étais levée très tôt puisque je devais préparer les cours de ma fille et quand il me voyait à 6 heures du matin connectée, ça l'embêtait pas de me téléphoner à 6 heures du matin, alors qu'officiellement je commençais à travailler à 9 heures. Donc je pouvais l'avoir au téléphone de 6 heures à 9 heures du matin quasiment. Puis il m'appelait entre midi et 2, m'empêchant donc de prendre ma pause déjeuner. Il pouvait m'appeler aussi en fin d'après-midi jusqu'à 20:00, 20:30, 21:00 pour parler de travail. Donc c'est voilà, j'avais une amplitude qui était gigantesque. C'était pas grave, je m'organisais, voilà, dans ma journée, je pouvais, faire une pause de 20 minutes pour expliquer un truc de maths à ma fille. Donc bon, c'était pas très embêtant. Et donc au bout de 2 semaines d'arrêt, je me rends compte que je n'arrivais plus ni à dormir ni à manger. Parce que même si moi, de manière consciente, je ne pensais pas: «Dans 15 jours, je retourne travailler», à mon cerveau, lui, il savait bien, «Dans 15 jours, tu retournes travailler», c'est: «Non, n'y retourne pas», voilà. Et bon, du coup, je suis retournée voir mon médecin qui m'a arrêté 1 mois supplémentaire et pareil, au bout de 15 jours, c'est drôle parce que ça a toujours été comme ça, c'est des cycles, 15 jours avant, mon corps m'envoyait des signaux: «Non, non, 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 retourne pas, retourne pas, retourne pas, retourne pas». c'était des signes Et comment? Tu dis le sommeil, qu'est-ce que tu oui, avais d'autre? pas manger, pas dormir, avoir une boule au ventre, enfin, vraiment un état d'angoisse et de vide, en fait, assez gigantesque, C'est vraiment. c'est c'est quoi qui a été le plus difficile justement sur cette période-là? Le plus difficile pour moi, alors, au bout d'un mois à peu près d'arrêt, un petit peu plus d'un mois, où, ben, pendant le 1er 1 mois et demi, on va dire, j'étais incapable de dire, quoi que ce soit à quiconque, enfin, à part mon médecin. Enfin, pas de raconter cette histoire et de poser des mots sur ce qui s'était passé, mais au bout d'un mois et demi, je me suis dit: «Bon, c'est un chef qui, qui n'harcelait pas que moi». Alors moi, pas vraiment de la même manière que certains autres, mais qui se centrait beaucoup sur un certain nombre de collègues féminines avec, des remarques, un peu sexistes: «Oh bah là, toi, tu es blonde», enfin voilà, comme on peut imaginer quoi. Très fin, très pouf.
Et moi, j'avais quand même compté dans l'entreprise qu'il y avait à peu près 6 personnes qui étaient, plus ou moins harcelées de différentes, façons, parce que c'était pas pour tout le monde exactement de la même manière. Donc je me suis dit: «Moi, s'il y a une chose que j'ai, puisque je résiste à la vie, aux ennuis et à tout ça, j'ai la force de porter cette parole et d'aller dire à notre patron que notre chef est un harceleur et de démontrer tout ce qu'il m'a dit, tout ce qu'il m'a fait. Alors sur moi, c'est pas compliqué. De ne pas, mentionner le nom de mes collègues parce que, voilà, j'étais pas sûre qu'eux, ils étaient prêts à en parler, mais à dire que je sais qu'il y en a au moins 6 autres que moi. Alors, bon, après j'ai compris qu'il s'est pas passé grand-chose parce qu'il est toujours chef dans cette entreprise et que moi je n'y suis plus, hein. Mais ce qui a été le plus difficile pour moi, j'habitais à peu près à 800 mètres à vol d'oiseau de mon entreprise. À peu près tous mes collègues avaient mon numéro, de portable, mon compte Facebook et tout ça. En 8 mois où j'ai été arrêtée, personne n'a pris de mes nouvelles, même pas un SMS, rien du tout. Et ben, le plus dur, et ben, c'était ça, cette indifférence. Est-ce que tu as eu des explications de tes collègues, après Donc, ou non? je ne suis jamais retournée dans cette entreprise. OK. Au bout de 8 mois, bah, mon patron, qui a fait les choses le plus humainement possible. Alors, pas tout à fait au début, parce qu'au début, quand, j'ai dénoncé les faits par écrit et que j'ai envoyé des preuves écrites, j'ai tout écrit de tous les reproches en donnant tous les justificatifs, des copies d'écran et cetera. M'a fait une réponse qui avait l'air de dire que ce que je disais, c'était faux. Donc, je l'ai pas très bien pris parce que j'étais pas à un moment où je pouvais recevoir qu'on mettait ma parole en doute tellement, j'étais pas bien. Donc j'ai essayé de justifier. La réponse aussi a été un petit peu compliquée, abrupte, douloureuse, enfin, je sais pas comment dire, mais en tout cas, il était pas dans l'empathie et ça ressemblait pas à mon patron qui, malgré tout, de lui, je ne pense rien de mal, hein, est un bon patron humain, comme un peu un chef de famille, hein. J'ai vraiment rien de mal à dire sur lui, enfin, sauf qu'il a gardé le manager, en tant que manager, mais c'est des raisons qui lui appartiennent. Et puis un jour, il m'a téléphoné en me disant: «Non mais Laurence, en fait, ma réponse, c'est pas tellement ma réponse, c'est, juste l'avocat de l'entreprise. Parce qu'avec des accusations comme ça, ce qu'il» alors je ne sais pas si c'est au singulier ou au pluriel, on va les mettre au pluriel, lui et son avocat, «craignait, c'était que je les traîne au prud'homme». Et donc du coup, pour se défendre d'une possible attaque au prud'homme, il me faisait ces réponses-là qui étaient, légalo-légales et qui avaient, 0 gramme d'empathie. Alors qu'au téléphone, il m'a dit: «Non Laurence, parce que quand une personne comme vous pose ces mots-là, on ne peut pas ne pas l'entendre». D'accord. Ça Et n'a rien changé, à part un licenciement, rupture conventionnelle, mais au moins, il avait entendu. d'accord. Et toi, c'est quoi qui t'a aidé à t'en sortir? Parce que est-ce que ça a eu alors déjà, est-ce que ça a eu un impact sur ta vie personnelle? Parce que c'est un burn-out professionnel, si on l'entend, si on essaye de catégoriser un peu. Est-ce que ça a eu des impacts sur toi? Est-ce que tu dirais que c'est juste un burn-out professionnel? Que quand tu es partie de là, ça allait et tout allait bien? Ça touche forcément au-delà, parce que le déclencheur, c'est un burn-out professionnel, mais objectivement, quand tu viens de perdre ton mari, que ta fille est en dépression, que c'est le confinement, même si tu enlèves le côté professionnel de l'histoire, c'est suffisamment lourd à porter. Moi, ça comme je me suis arrêtée de courir dans tous les sens, alors je continuais à essayer de faire en sorte que ma fille aille mieux, mais je me suis écroulée probablement parce que je portais quelque chose de trop lourd depuis trop longtemps. S'il m'avait laissée tranquille, je suis une personne solide, j'aurais continué à le faire. Ce que ça a changé profondément en moi, et c'est une histoire quand même qui date il y a pas mal d'années puisque ça fait 7 ans maintenant. Je n'arrive plus à retourner dans une entreprise où j'aurai des collègues. Parce que,
Alors, de temps en temps, ça m'est arrivé dans les 7 ans là, de le refaire, de faire des alors je prends toujours des missions d'intérim ou des petits contrats de 3, 4 mois parce que ça, au moins, je sais que ça va pas durer, donc c'est pas grave, je peux faire. Moi, je reste professionnelle, je continue à pouvoir faire les choses. Mais je suis du coup un peu dans l'incapacité maintenant de renouer des vraies relations humaines avec des collègues parce que ceux-là, en prenant la parole, c'était pas tant pour moi, parce que je savais que j'y retournerais pas, que pour eux, pour qu'ils arrêtent de les blesser et personne n'a rien dit. Et donc m'investir avec des collègues, mmh, bah, j'y arrive plus vraiment, j'en ai plus envie. Et puis très récemment, je suis pareil retournée faire une petite mission et là, bon, je me suis un tout petit poil plus investie avec certains de mes collègues, mais vraiment peu, mais un peu plus. Et par contre, j'ai senti très vite, il y avait aussi, une manageuse qui commençait à montrer des petits signes et là, par contre, les signes avant-coureurs, je les ai vus. Pas d'écoute, trop de pression, enfin voilà, des demandes, irréalistes. Oui, là, par contre, oui, j'ai appris. Maintenant, j'ai un vrai décodeur. D'accord. Et est-ce que tu as vu d'autres aspects, entre guillemets, «positifs»? C'est-à-dire est-ce que ça t'a appris quelque chose sur toi et est-ce qu'aujourd'hui, ton burn-out alors, j'ai une question que j'ai un peu ajoutée au fil des interviews, c'est de dire si je te donnais une baguette magique et que je te disais: «Je te propose de pas vivre ton burn-out». Tu l'apprends et tu vis pas ton burn-out ou quand même tu le gardes? Oh, c'est pas très rigolo, je suis pas sûre que je le garderai, hein. C'est 8 mois quand même où tu es au fond du trou à un moment où il faudrait pas, non, c'est pas très drôle. Mais qu'est-ce que j'ai appris sur moi? Alors c'est vrai qu'avec la musique et le théâtre, on est quand même dans parce que c'est même si je faisais de l'informatique à ce moment-là, c'est quand même le sang qui coule dans mes veines, hein, le plus. On est dans, une sorte de constante introspection, forcément, puisque la musique, le théâtre, c'est notre sensibilité que l'on montre et que l'on met sur la table. Donc moi, d'une certaine manière, je me connais bien. J'ai une grande capacité de travail, de réaction, d'empathie avec les autres. Alors, empathie, c'est embêtant parce que parfois les harceleurs, c'est là qu'ils se mettent, hein. Mais bon, quand on en est conscient, on en est conscient. J'ai pas très envie de me changer parce que voilà, c'est bien d'être, comme je suis et puis, dans la mise en scène, dans tout ça, c'est très important que je le sois et que je sois très à l'écoute, des autres. Mais, ça m'a peut-être, obligée et on va mettre des guillemets au mot «obligée» pour me réparer, à beaucoup me recentrer sur justement mes fondamentaux, donc la musique et le théâtre. Ça a commencé à me réparer parce que du coup, je me suis remis en situation, d'équilibre, intérieur et puis peut-être que, alors après il y a d'autres éléments qu'il faudrait rajouter à cette histoire, mais ça m'a décidée à oser franchir, le pas de certaines choses, comme par exemple, franchir le pas de l'écriture. Parce que même si je le faisais un peu dans les troupes de théâtre dont je m'occupais, où il fallait réadapter des textes et faire des choses comme ça, mais je le faisais, voilà, sans me sentir plus légitime que ça, on va dire. Et puis là, bah, du coup, en me recentrant sur moi-même, j'ai peut-être, plus été à l'écoute de ce que les autres, voyaient de moi ou disaient de moi. Et il y a eu 2 ou 3 fois qui ont été, très, très proches les unes des autres, où des gens m'ont dit, alors juste sur des petits bouts d'adaptation que j'avais fait: «Mais ce que c'est drôlement bien ce que tu écris, Laurence, tu devrais les éditer» et voilà et moi je pensais pas à ça et du coup, j'ai écouté ce que les autres voyaient en moi et j'ai franchi le pas et voilà et donc de fait et beh, maintenant avec, le podcast où je ne fais qu'écrire des histoires et raconter des histoires, on est complètement à fond dedans. C'est pas une conséquence directe du burn-out parce que c'était pas tout de suite après, mais ceci dit, c'est une conséquence sur le long terme, oui. Et tu penses que tu l'aurais fait sans ton burn-out? En arriver là? D'écrire? Oui. D'écrire? Non, je pense pas. Non, je pense pas. C'est parce qu'être, alors ça, peut-être que c'est très personnel à moi, mais être très cassée, ça m'a obligée à aller puis il fallait que je me répare vite parce que ma fille, elle était
d'une certaine manière encore plus cassée que moi. Donc, il a fallu que j'aille vite trouver, en moi-même des solutions. Donc j'ai fait une plongée très profonde à l'intérieur de moi pour aller avec mon petit tube de UU, aller recoller, chaque petit bout et j'ai repris le puzzle et j'ai dit: «Allez, vas-y, remets tout ça. Oh tiens, il est joli ce bout-là. Tiens, je l'avais jamais vu lui». Enfin, d'aller regarder des choses et cette réparation-là, oui, ça a changé quelque chose. Le fait d'être obligée de me réparer moi-même une personne, beaucoup plus fracassée que d'autres éléments, de ma vie n'avaient déjà pu, me fracasser avant. Donc ouais, ça a Tu changé. tu as eu un accompagnement ou quelque chose, en plus de tes Non, ressources personnelles? non, Mmh. juste, moi, toute seule. Mais je l'aurais sans doute fait s'il n'y avait eu que moi. Mais la dépression de ma fille faisait que pour moi, le plus urgent, enfin oui, c'était quand même qu'elle, elle aille mieux parce qu'elle, elle était 12, 13, 14, 15 ans. C'était important que je réussisse à être là pour elle et à la remettre le plus possible sur, des rails d'une vie, plus chouette, plus rose, plus machin et c'est difficile de dire à son enfant: «Mais si, la vie est belle, ça vaut le coup de vivre quand soi-même on est en mille morceaux, sous la table». C'est pas très simple. Donc voilà, me faire accompagner, non, mais peut-être justement par, ma discipline, enfin mes disciplines artistiques, j'ai l'habitude d'aller dans l'introspection aussi et je me connaissais déjà suffisamment bien pour aller, réparer, regarder, voilà. Je pensais pas un jour être, moi qui suis solide, solaire et bienveillante, soumise à un truc pareil, mais c'est intéressant parce qu'après en le regardant avec recul, je je peux aussi mesurer ma force, ma résistance, enfin, du coup, oui, c'est intéressant. Mais voilà, avec ta baguette magique, si quand même, j'enlève le burn-out et je m'en vais de cette entreprise, au moment où on commence à m'en demander trop et où on trouve normal, de me faire travailler de 6 heures du matin à 21 heures. Et justement, si on parle des gens qui sont aujourd'hui en burn-out, quand tu as ressenti ce vide, dont tu parlais, est-ce que tu as un conseil à leur donner? Alors le conseil, simple et évident, enfin, encore faut-il se rendre compte de ce qui se passe, c'est d'oser parler le plus tôt possible. Là, cette, petite chef, récemment qui se comportait pas bien, je l'ai dit très vite, en fait, que ça m'embêtait. Alors pas directement à elle, mais à d'autres collègues et qui m'ont dit: «Oui, machin». Je dis: «Non, non, non, moi je suis déjà passée par un chef, harceleur, maltraitant, j'ai déjà fait un burn-out. Là, moi, j'ai mes curseurs qui montent», voilà. Donc ça a permis, à mes collègues de prendre conscience effectivement, parce qu'il y en a qui travaillaient pas directement avec elle et qui ont dit: «Oui, c'est vrai, moi, il y a des quelque chose qui me dérangeait, mais je savais pas mettre le doigt dessus». Donc j'ai un peu fait de la sensibilisation. Quand je suis partie de cette entreprise, bon, de toute façon, ça se serait terminé. Je l'ai quand même dit, j'ai dit tranquillement, voilà ce qui s'est passé, voilà, je l'ai dit tranquillement. Et puis sinon, le message un peu plus de fond, c'est, bien à l'avance et peut-être toujours, là, c'est même pour les gens qui n'ont pas encore vécu le burn-out, c'est d'être attentif à soi-même et de faire un petit point régulier sur ce qui potentiellement perturbe notre équilibre interne. Parce que je pense qu'on n'est pas tout à fait dans un monde actuellement où on est, centré sur soi. Alors, quand je le dis, je rigole intérieurement parce qu'il y a quand même beaucoup de je me montre, je mets ma vie sur Insta avec des beaux selfies et tout, mais on est centré sur l'extérieur de soi et ce que je veux dire, c'est que les gens soient centrés sur, l'intérieur, d'eux-mêmes et je dis ça souvent aux gens et ça fait longtemps que je fais ça et donc moi j'ai des petits soucis de santé moi-même et donc le matin, quand je me réveille, avant de mettre un pied par terre, hein, je fais un petit check-up physique. Est-ce que tu as mal quelque part? Machin, bah, j'ai mal à l'épaule, OK, très bien. Voilà, c'est tout. Je le note et je le laisse glisser, hein. C'est comme on dirait, en méditation, tu accueilles l'info et tu la laisses passer. Et puis je me lève et je me fais pas toute une montagne: «Oh mon Dieu, j'ai mal à mon épaule». Non, je fais.
Et le soir, avant de me coucher, je fais un petit bilan plus psychologique de ma journée. Comment est-ce que tu te sens? Et même si je me dis, je suis triste, je suis déprimée, je suis fatiguée, je suis machin, c'est pareil. Je le note et c'est tout. Mais ça me permet tous les jours d'avoir un baromètre et d'avoir une espèce de conscience de ce qui est moi, mon équilibre normal, et ce qui tout à coup n'est pas normal. Parce que du coup, quand je sais que je peux être triste, parce qu'on est tous tristes des fois, que je peux être fatiguée, on l'est tous, que je peux être préoccupée par un petit souci de quelque chose, on l'est tous. Mais quand à un moment je sens que je suis plus triste ou plus fatiguée ou plus agacée, alors là, du coup, je me dis: «Ah, qu'est-ce qui se passe?» Et ça peut être un bon conseil de checker régulièrement comment on se sent pour savoir quel est notre contour, en fait, de notre personnalité. Est-ce qu'on est quelqu'un qui est toujours positif? Est-ce qu'on est positif avec nos moments de doute? Est-ce que, voilà, est-ce qu'on s'agace facilement ou pas? Voilà. Pour pouvoir faire la différence entre notre normalité, la nôtre à nous-mêmes, et ce que les autres viennent surajouter et qui nous bouleverse, voilà, qui nous déséquilibre. Merci. Merci beaucoup, Laurence. Avec Merci pour ce plaisir. conseil. Moi, j'avoue, j'ai l'habitude de dire au-delà très bien le matin et le soir, mais moi, je dis à chaque fois que tu vas aux toilettes, demande-toi comment tu te sens. Parce que ça, quand les gens me disent, j'ai pas le temps de me demander comment je me sens, je dis, quand tu vas faire pipi, tu laisses ton téléphone dehors et tu te poses la question. Et c'est vrai que pour moi, c'est primordial et merci beaucoup pour cette expérience. J'espère que ça pourrait aider plein de monde. C'est un peu le but. Et c'est vrai que merci pour les conseils et les tips. Et vraiment, je valide à 100%. C'est une belle expérience. Je te remercie pour ce partage, Laurence. Mais avec grand plaisir parce que, comme beaucoup de choses qui sont désagréables, j'espère toujours que nos mauvaises expériences, si on les partage avec d'autres, elles permettent à d'autres d'éviter de tomber dans le trou qui était là, sur la route et qu'on n'avait pas vu. Merci, Laurence. Bonne journée. À toi aussi. Merci d'avoir écouté cet épisode. Si ce témoignage t'a parlé, je t'invite à le partager autour de toi et à t'abonner au podcast. On n'arrive pas loin de la fin de la parenthèse Burnout. Donc abonne-toi pour ne surtout pas manquer les derniers épisodes. Je te mets les infos et les ressources de Laurence dans la description et je te souhaite une bonne journée ou une bonne soirée et te dis à la semaine prochaine pour une nouvelle rencontre.